Elle fuyait son ex-petite amie sous un orage déchaîné. Désespérée et terrifiée, elle s'engouffra dans la première porte ouverte qu'elle trouva, sans frapper ni vérifier, cherchant juste un refuge. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle venait de débarquer en plein milieu d'une réunion privée d'un chef de la mafia. Et au lieu de la jeter dehors, il décida de la protéger. Les mains d'Elena tremblaient tellement qu'elle tenait à peine son téléphone. L'écran affichait 17 appels manqués de Marcus, et le nombre ne cessait d'augmenter. Dehors, par les portes vitrées du Belmont Grand Hotel, le ciel de Manhattan était déchiré par des éclairs, suivi par un tonnerre qui faisait vibrer les fenêtres. Elle n'aurait pas dû venir. Elle n'aurait pas dû accepter de le revoir une dernière fois. Mais Marcus avait semblé différent au téléphone. Calme, raisonnable, comme l'homme qu'elle avait rencontré pour la première fois deux ans auparavant, avant les applications de surveillance sur son téléphone, avant qu'il ne commence à se présenter à son travail, avant qu'il ne la persuade que le quitter ruinerait sa vie. « Je veux juste tirer un trait », avait-il dit. Un café, c'est tout. Un café s'était transformé en lui bloquant sa voiture dans le parking souterrain. Son ton raisonnable s'était effrité comme de la vieille peinture, révélant la rage sous-jacente. « Tu crois que tu peux me quitter comme ça ?» avait-il hurlé, frappant sa main sur le capot de sa voiture. « Tu as la moindre idée de qui je connais, de mes relations ?» Elena s'était enfuie. Elle avait laissé son sac à main, ses clés de voiture, tout. Elle avait couru sous la pluie dans ses vêtements de travail, un chemisier blanc déjà trempé et une jupe crayon qui l'empêchait d'accélérer, et avait fait irruption dans le premier bâtiment qu'elle avait vu. Maintenant, Marcus franchissait ces mêmes portes vitrées, l'eau dégoulinant de son costume coûteux, ses yeux balayant le hall comme un prédateur. Le cœur d'Elena battait la chamade. La concierge était au téléphone. Les quelques clients du hall ne faisaient pas attention. Elle avait besoin de se cacher quelque part où il ne pourrait pas la suivre. La batterie d'ascenseur était trop exposée. Le restaurant était trop bondé. Il la trouverait là. Mais au bout du couloir à sa gauche, elle vit quelque chose. Un ascenseur de penthouse dont les portes commençaient juste à se refermer. Elle n'y pensa pas. Elle bougea simplement. Ses talons claquaient sur le marbre. Elle sprinta, lançant sa main entre les portes. Elles s'ouvrirent en rebondissant et elle trébucha à l'intérieur, se pressant contre la paroi arrière. « Dieu merci !» souffla-t-elle, appuyant sur le bouton de l'étage du penthouse. N'importe quel étage, sauf celui-ci. L'ascenseur monta en douceur, et pendant 30 secondes, Elena se laissa croire qu'elle était en sécurité. Elle attendrait quelques minutes à l'étage, puis prendrait les escaliers, sortirait par une entrée latérale et appellerait la police de loin. Les portes s'ouvrirent avec un doux tintement. Elle sortit dans un couloir privé, au luxe discret, des moulures, une seule porte au bout. Le genre d'endroit qui coûtait plus cher par nuit que ce qu'elle gagnait en 11 mois. Elle allait juste attendre ici près de l'ascenseur, cachée de la vue, jusqu'à ce que la porte du penthouse s'ouvre. Une montagne d'hommes en costume sombre remplissait l'encadrement de la porte. Il avait une cicatrice allant de la tempe à la mâchoire et des yeux qui l'évaluaient en une demi-seconde. « Mauvais étage, » dit-il, sa voix grave comme du gravier. Sa main se porta à sa ceinture, vers quelque chose de dissimulé. « Je suis désolé. Les mots d'Elena s'en mêlèrent. Par la porte ouverte derrière lui, elle vit d'autres hommes. Une table de conférence, des papiers étalés dessus, et quelqu'un au bout de la table qui se tournait pour la regarder. « Attendez !» dit une nouvelle voix, douce, curieuse. « Laissez-la entrer. » L'homme balafré hésita, puis s'écarta. L'instinct de survie d'Elena lui hurlait de courir, mais il n'y avait nulle part où aller. L'ascenseur était déjà descendu, et quelque chose dans cette voix, l'autorité qui s'en dégageait, fit avancer ses pieds avant que son cerveau ne réagisse. La suite penthouse était immense. Des fenêtres du sol au plafond montraient la tempête faisant rage sur la ville. 6 hommes étaient assis autour de la table, tous en costume coûteux, tous la regardant avec des degrés variables de suspicion. Des documents couvraient de la table. Elle aperçut des noms, des chiffres, des photographies, avant que quelqu'un ne referme un dossier d'un geste nonchalant. Au bout de la table se tenait la source de la voix. Il était plus jeune qu'elle ne l'attendait, peut-être au milieu de la trentaine, avec des cheveux foncés coiffés en arrière et des yeux qui semblaient capter chaque détail. Son costume coûtait probablement plus cher que sa voiture. Il tenait un verre de liquide ambré, du whisky peut-être, et il la regardait comme on examine une pièce d'échec inattendue apparue sur l'échiquier. « Vous tremblez, » observa-t-il. « Vous fuyez quelqu'un. » La bouche d'Elena était sèche. « Mon ex-petite amie est en bas. J'avais juste besoin de... Je ne voulais pas interrompre. Je vais partir. »
Asseyez-vous, dit l'homme, désignant une chaise vide. Je ne devrais vraiment pas. J'insiste. Ce n'était pas une requête. Helena s'assit. Ses vêtements mouillés laissaient des marques sur le fauteuil en cuir, mais personne ne semblait s'en soucier. Les hommes autour de la table échangèrent des regards. Elle ne pouvait pas déchiffrer. « Comment vous appelez-vous » demanda l'homme. « Anna Helena Santos. »« Helena » Il prononça le mot comme s'il le dégustait. « Je suis Vincenzo, et vous avez atterri au milieu d'une réunion très privée. » Il marqua une pause. « Votre ex-petit ami, est-il du genre jaloux, dangereux ?» « Les deux, » admit Helena. La peur qui l'avait poussé en avant commençait à se fissurer, et en dessous, il y avait l'épuisement. « Il ne me laisse pas partir. Il dit toujours qu'il a des amis puissants et que je regretterais de l'avoir contrarié. » Quelque chose passa sur le visage de Vincenzo, de l'amusement peut-être, ou de la reconnaissance. Cet ex-petit ami dangereux a-t-il un nom? Marcus Webb. La réaction fut instantanée. L'un des hommes à la table, un homme plus âgé aux cheveux argentés, se pencha en avant. Webb, le petit protégé de William Carrington. L'expression de Vincenzo ne changea pas, mais Helena vit ses doigts se resserrer légèrement sur son verre. « Intéressant, » dit-il doucement, puis à l'homme balafré près de la porte. « Carlo, vérifiez le hall discrètement. Voyez si quelqu'un correspondant à cette description fait une scène. » Carlo hocha la tête et disparut. Le cœur d'Helena battait toujours à tout rompre. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû monter ici. Je devrais partir sous cette tempête. » « Vous quittez un homme qui est probablement toujours en bas, » remarqua Vincenzo. « Non, vous resterez jusqu'à ce que nous soyons certains que vous êtes en sécurité. Considérez cela comme de l'hospitalité. » Les autres hommes à la table regardaient leur patron comme s'il avait une seconde tête. Vincenzo se leva, se dirigeant vers la fenêtre avec son verre. La foudre illumina son profil. « Dites-moi, Helena Santos, depuis combien de temps Marcus Webb vous complique-t-il la vie? Et d'une certaine manière, debout dans le penthouse d'un étranger, entouré d'hommes à l'air dangereux, Helena commença à parler. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait d'entrer dans la seule pièce de tout New York qui pouvait tout changer. Carlo revint 15 minutes plus tard, l'eau ruisselant de ses épaules. Il se pencha près de Vincenzo, parlant à voix basse. Mais Helena capta des fragments. Fait une scène. Exige de fouiller les étages. Le concierge a appelé la sécurité. La mâchoire de Vincenzo se serra presque imperceptiblement. Il sortit son téléphone, tapa quelque chose rapidement, puis le remit dans sa poche. « Occupe-toi de ça. » Carlo hocha la tête et repartit, cette fois avec deux autres hommes de la table. L'estomac d'Helena se noua. « Il va se faire arrêter. Marcus ne gère pas bien le rejet. »« Il ne sera pas arrêté, » dit Vincenzo, retournant à son siège. La réunion était clairement terminée. Les hommes restants rangeaient les documents, se déplaçant avec une efficacité routinière. « Mon équipe de sécurité a un arrangement avec l'hôtel. Votre ex-petit ami sera raccompagné poliment mais fermement. »« Votre équipe de sécurité ?» Helena regarda autour de la suite, des pièces s'assemblant dans son esprit. La déférence que ces hommes montraient à Vincenzo, la façon décontractée dont il avait passé un appel, et s'attendait à ce que les problèmes disparaissent. « Qui êtes-vous » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Quelqu'un qui apprécie les interruptions inattendues plus que je ne devrais. » Il désigna la table, maintenant vide. « Vous avez du cran, Helena Santos. La plupart des gens qui tombent sur mes réunions privées ne s'assoient pas et ne me racontent pas leur vie. Vous m'avez dit de m'asseoir. Je l'ai fait, et vous auriez pu courir, mais vous êtes resté. » Il l'étudia avec ses yeux noirs et évaluateurs. Pourquoi? Helena n'avait pas de bonne réponse. Peut-être parce que la fuite n'avait pas fonctionné. Peut-être parce que quelque chose chez cet étranger lui semblait plus sûr que l'homme qui prétendait l'aimer. « Je suis fatigué de courir. » Vincenzo resta silencieux un instant, puis se leva et se dirigea vers un chariot de bar près des fenêtres. « Un verre. Je devrais vraiment partir. La tempête ne se calme pas. » Votre ex-petit ami est actuellement en train d'être expulsé du hall. Je vous garantis qu'il ne part pas tranquillement. Et à moins que je ne me trompe, vous avez laissé votre sac à main, vos clés et votre téléphone dans votre voiture. Il versa deux verres de liquide ambré. Vous n'avez nulle part où aller ce soir, pas en toute sécurité. Il avait raison, et ils le savaient tous les deux. Helena accepta le verre, le cristal lourd dans sa main. Elle prit une petite gorgée. Whisky doux et cher, une chaleur brûlante dans sa gorge. « Depuis combien de temps ?» demanda Vincenzo, s'installant dans la chaise en face d'elle. « Combien de temps, quoi ?»« Depuis combien de temps Marcus Webb vous contrôle-t-il » La franchise de la question la prit au dépourvu. « Il ne me contrôle pas. » Vincenzo haussa un sourcil. « Vous êtes mis trempé, caché dans le penthouse d'un étranger.
Et de votre propre aveu, vous avez essayé de le quitter. Ce n'est pas une relation, c'est une cage. Elena sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. 2 ans, ça fait 2 ans. Les mots sortirent plus doucement qu'elle ne l'avait voulu. Il n'a pas toujours été comme ça. Au début, il était charmant, attentif. Puis, ce furent de petites choses. Vérifier ma position, vouloir mes mots de passe, se fâcher quand je parlais à des collègues masculins. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, j'étais déjà... Elle s'interrompit. Piégé, termina Vincenzo. Oui, il prit une lente gorgée de son verre, son expression illisible. Et William Carrington, comment s'intègre-t-il là-dedans? Elena fronça les sourcils. Le patron de Marcus, développeur immobilier, très riche, très connecté. Oh, monsieur Carrington. Elena l'avait rencontré une fois à une fête d'entreprise où Marcus l'avait traîné. Marcus parle toujours de leur étroite relation, à quel point monsieur Carrington le prépare à un partenariat. Je pense que c'est la seule relation dont Marcus se soucie réellement. Un éclair traversa le regard de Vincenzo. De la satisfaction, sans doute, ou une profonde réflexion. Avant qu'Elena n'ait pu articuler une question, son téléphone vibra. Il y jeta un œil, puis releva la tête vers elle. Votre ex-petite amie a quitté les lieux. La sécurité lui a suggéré de ne pas revenir. Un flot de soulagement l'envahit, immédiatement suivi d'une angoisse lancinante. Il m'attendra simplement chez moi. Alors vous n'irez pas chez vous ce soir. Vincenzo se leva, boutonnant sa veste de costume. Je vous ai fait préparer une chambre, au 3e étage, à l'écart du niveau du penthouse. Vous resterez ici jusqu'à ce que la tempête s'apaise et que nous puissions organiser votre sécurité. Elena le fixa, stupéfaite. Vous me laissez rester? Pourquoi? Parce que je le peux. Il le dit avec une simplicité déconcertante, comme si cela expliquait tout. Et parce que Marcus Webb est exactement le genre d'homme qui doit apprendre qu'il ne peut pas tout avoir ce qu'il désire. Il y avait dans sa voix une pointe, une intransigeance nouvelle. Personnellement, je ne comprends pas. Vous ne me connaissez même pas. Vincenzo se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Non, mais je connais des hommes comme Marcus Webb, et je connais William Carrington mieux que vous deux ne pouvez l'imaginer. Il sortit une carte de visite et la déposa sur la table à côté d'elle. La chambre sera enregistrée sous le nom de Maria Gonzalez. Personne ne saura que vous êtes ici. Reposez-vous, Elena. Demain, nous discuterons de la suite. La suite? Répéta Elena. Mais Vincenzo était déjà à la porte. Il la regarda une dernière fois, et il y avait une lueur presque prédatrice dans son sourire. Demain, vous commencerez à reprendre le contrôle de votre vie. La porte se referma derrière lui avec un léger déclic. Elena resta seule dans l'immense penthouse, le tonnerre grondant dehors, serrant une carte de visite portant simplement Vincenzo Moretti et un numéro de téléphone. Elle ignorait que ce nom avait un poids à New York, qu'il évoquait le pouvoir, le danger, et un monde qu'elle n'avait vu qu'au cinéma. Tout ce qu'elle savait, c'était que pour la première fois en 2 ans, les menaces de Marcus lui semblaient très lointaines. Elena s'endormit presque immédiatement, épuisée par l'adrénaline et la peur. La chambre d'hôtel était calme et sombre, la tempête ayant finalement traversé la ville. Plusieurs étages au-dessus d'elle, Vincenzo Moretti se tenait à la fenêtre de son penthouse, observant les dernières gouttes de pluie strier la vitre. Derrière lui, son bras droit, un homme aux yeux perçants nommé Dominique Rousseau était assis à la table à manger, un ordinateur portable et trois téléphones devant lui. « Vous agissez de manière imprudente, » dit Dominique sans lever les yeux. « Héberger une femme inconnue parce qu'elle a fui son petit ami. Ce n'est pas votre genre. »« Elle n'est pas inconnue, » répliqua Vincenzo en se détournant de la fenêtre. « Vérifiez tout, ses antécédents, son emploi, sa famille, ses amis, et relancez l'enquête sur Marcus Webb, plus en profondeur cette fois. Je veux savoir ce qu'il a pris au petit déjeuner il y a 3 ans. » Les doigts de Dominique volèrent sur le clavier. « Vous pensez que c'est une taupe, quelqu'un envoyé pour se rapprocher de vous? Peut-être, ou peut-être que je ne crois tout simplement pas aux coïncidences. » Vincenzo se servit un autre verre. « Marcus Webb travaille pour William Carrington, le même William Carrington qui me doit 8 millions de dollars et qui trouve des moyens créatifs de ne pas payer. Vous pensez que Webb est au courant de la dette? Je pense que Carrington s'entoure de personnes qu'il peut contrôler, des personnes qu'il peut utiliser comme boucliers. » Il fit tournoyer le whisky dans son verre, découvrez la profondeur de la connexion de Webb. Pendant 20 minutes, les seuls sons furent les clics du clavier et le bourdonnement occasionnel des téléphones. Carlos se tenait près de la porte, silencieux comme une statue,
tandis que deux autres hommes activaient leurs propres contacts, sollicitant des faveurs, accédant à des bases de données qui n'étaient pas censées être accessibles. Finalement, Dominique se pencha en arrière avec un léger sifflement. « J'ai trouvé quelque chose. » Vincenzo s'approcha de la table. Sur l'écran de l'ordinateur portable se trouvait un document financier, un accord de partenariat entre Marcus Webb et Carrington Properties, daté de six mois plus tôt. « Webb n'est pas qu'un simple employé, » expliqua Dominique en faisant défiler des pages de jargon juridique. « C'est le protégé de Carrington, préparé pour un poste de partenaire principal. Ils l'ont désigné comme contact principal sur quatre projets de développement majeurs, y compris cette propriété en bord de mer à Brooklyn. Celle qui nous intéresse, dit Vincenzo à voix basse. Exactement, et regardez ça. Dominique ouvrit un autre fichier. Il y a trois mois, Webb a obtenu une ordonnance restrictive contre un ancien collègue qui prétendait que Webb avait volé des dessins exclusifs. L'avocat du collègue a soudainement abandonné l'affaire. Devinez qui a réglé les frais de justice? Carrington. 500 000 dollars pour faire disparaître l'affaire. Carrington couvre les bévues de Webb depuis plus d'un an maintenant. Dominique cliqua sur un autre écran. Mais voici où ça devient intéressant. Webb n'est pas seulement le favori de Carrington, c'est la police d'assurance de Carrington. Regardez le pouvoir de signature. Vincenzo se pencha, les yeux plissés. Webb a une autorité de cosignature sur trois des sociétés écrans de Carrington. Celle que Carrington utilise pour déplacer de l'argent quand il ne veut pas que son nom y soit associé. La voix de Dominique contenait une note de satisfaction. Y compris les comptes d'où nos 8 millions auraient dû provenir, le silence se fit dans la pièce. Donc, si quelque chose arrive à Webb, dit lentement Vincenzo, ces comptes deviennent compliqués à accéder pour Carrington. Extrêmement compliqués. La signature de Webb est légalement requise pour tout transfert majeur. Cela prendrait des mois à Carrington pour démêler les documents, peut-être plus longtemps, et pendant ce temps, tout le monde regarderait ses comptes, posant des questions. Dominique ferma l'ordinateur portable. Webb n'est pas seulement un employé, c'est un bouclier et un verrou à la fois. Vincenzo retourna à la fenêtre, son esprit analysant les implications. 8 millions de dollars, 6 mois de retard et d'excuses de la part de Carrington. Et maintenant, une femme fuyant l'actif le plus précieux de Carrington lui était littéralement tombée tout droit dans les mains. « Et la fille ?» demanda Carlo depuis l'embrasure de la porte. Dominique ouvrit le dossier d'Elena. Elena Maria Santos, 27 ans, coordinatrice de projet pour une entreprise de marketing à Midtown. Dossier vierge, pas de dette, pas d'antécédents judiciaires. Ses parents sont décédés dans un accident de voiture il y a 5 ans, pas de frères ou sœurs, quelques amis proches, mais elle s'est de plus en plus isolée au cours des 18 derniers mois. Depuis qu'elle fréquente Webb, compléta Vincenzo. Ses médias sociaux sont devenus inactifs à peu près au même moment, motif classique d'une relation abusive. Dominique fit défiler plus de données. Elle a essayé de quitter Webb deux fois auparavant. Une fois, il s'est présenté à son bureau avec des fleurs et des excuses. Il l'a fait licencier pour avoir provoqué une scène. Elle a dû trouver un nouvel emploi. La deuxième fois, quelqu'un a crevé ses pneus et s'est introduit chez elle. Un rapport de police a été déposé, mais l'enquête n'a jamais abouti. L'expression de Vincenzo s'assombrit. Laissez-moi deviner, Carrington a également fait disparaître cette enquête. On ne peut pas le prouver, mais le détective chargé de l'affaire a été soudainement muté à la circulation. Dominique leva les yeux. Chef, cette fille est une victime. Elle n'a aucun plan, aucune connexion à notre monde. Elle est vraiment tombée dans la mauvaise pièce, ou la bonne pièce, murmura Vincenzo. Dominique se leva, fermant son ordinateur portable. Vous envisagez de l'utiliser. Je pense qu'elle est déjà utilisée par Webb, par Carrington. Je pense qu'elle mérite mieux que d'être le souffre-douleur de quelqu'un. Vincenzo termina son verre et le posa avec un claquement sec. Et je pense que William Carrington est sur le point d'apprendre que les gens qui l'utilisent comme bouclier peuvent très rapidement devenir des passifs. La fille ne sait pas dans quoi elle s'est aventurée, avertit Dominique. Si vous l'impliquez là-dedans, je ne l'implique dans rien. Je vais simplement m'assurer que Marcus Webb reste loin d'Elena Santos. Le sourire de Vincenzo était froid. Et si cela a le don de rendre Carrington nerveux au sujet de son précieux protégé, eh bien, ce n'est aucune coïncidence fortuite. Dominique et Carlo échangèrent un regard. Ils travaillaient pour Vincenzo Moretti depuis assez longtemps pour reconnaître cette expression. Quelqu'un s'apprêtait à passer une très mauvaise semaine. « Que voulez-vous que nous fassions ?» demanda Carlo. «
Surveillez-la, protégez-la et gardez un œil sur Webb. Je veux connaître chacun de ses mouvements. » Vincenzo se dirigea vers sa chambre, puis s'arrêta. Et Dominique découvrait tout sur ses sociétés écrans. Chaque compte, chaque transaction, chaque signature que Webb a touchée. Si Carrington veut continuer à éviter sa dette, assurons-nous qu'il comprenne le prix à payer. Après le départ de Vincenzo, Dominique secoua la tête. Il s'implique personnellement. Ce n'est pas son genre. Carlo grogna. Peut-être qu'il ne s'agit plus seulement d'argent. Alors, de quoi s'agit-il? Carlo regarda la porte par laquelle Vincenzo avait disparu. Avez-vous vu la façon dont il la regardait quand elle parlait d'être piégée? Oui, dit doucement Dominique. J'ai vu. Ils connaissaient tous deux l'histoire de Vincenzo Moretti. Ils savaient pourquoi une femme fuyant un homme contrôlant pouvait toucher une corde plus profonde que la stratégie commerciale, mais aucun d'eux ne le dit à voix haute. Certaines choses, même un conseiller ne les discutait pas. Elena se réveilla baignée par la lumière du soleil, filtrant à travers les immenses baies vitrées, et, pendant un bref instant de désorientation, oublia où elle se trouvait. Les draps étaient en coton égyptien, bien plus doux que tout ce qu'elle possédait. La pièce faisait le double de la taille de son appartement. Puis, tout lui revint en un éclair. Marcus, la tempête, le Penthouse, Vincenzo Moretti. Elle se redressa vivement, le cœur battant à tout rompre. Qu'avait-elle fait? Elle avait confié les détails de sa vie à un inconnu, un étranger menaçant, à en juger par les hommes armés qui l'accompagnaient. Elle avait accepté son aide sans poser de questions. Son téléphone, elle avait besoin de son téléphone, des clés de sa voiture, de son sac à main. Tout était resté dans le parking avec Marcus qui, à l'heure qu'il est, devait probablement... Un coup à la porte la fit sursauter. « Mademoiselle Santos !» Une voix féminine, professionnelle et calme. « Monsieur Moretti m'a demandé de vous apporter le petit déjeuner et quelques vêtements frais. Puis-je entrer ?» Elena s'enveloppa dans le peignoir de l'hôtel et ouvrit la porte. Une femme d'une 50aine d'années, aux yeux bienveillants, poussa un chariot chargé de café, de pâtisseries, de fruits et d'une housse à vêtements. « Je suis Marie, la chef d'étage. Monsieur Moretti pensait que vous pourriez en avoir besoin. » Elle accrocha la housse à vêtements à la porte de l'armoire. « Il y a une robe simple, des sous-vêtements, des chaussures, le tout à votre taille. » Il a été très précis à ce sujet. Les joues d'Elena rougirent. « Comment a-t-il su ma taille ?» Marie sourit d'un air entendu. « Monsieur Moretti est très minutieux. Il m'a également demandé de vous informer que vos biens ont été récupérés de votre véhicule. Ils vous seront restitués en bas. » Elle versa du café dans une tasse délicate. « Il aimerait vous parler avant que vous ne partiez, si vous êtes à l'aise avec cela. Aucune pression. » Après le départ de Marie, Elena se tint au milieu de la pièce luxueuse, essayant de comprendre. Vincenzo avait tout organisé, les vêtements, le petit déjeuner, la récupération de ses affaires pendant qu'elle dormait. C'était attentionné. C'était aussi contrôlant, d'une manière qui lui nouait l'estomac avec une anxiété familière. Mais ce n'était pas la même chose, se dit-elle. Le contrôle de Marcus venait de la possession, de la propriété. Celui-ci semblait différent, peut-être protecteur ou stratégique. Elle n'était pas certaine de la possibilité qui la troublait le plus. La robe lui allait parfaitement. Simple, bleu marine, professionnelle mais élégante. Elena tressa ses cheveux humides et tenta d'avoir l'air moins d'avoir passé la nuit à fuir son ex-petite amie. 30 minutes plus tard, elle sortit de l'ascenseur dans le hall. Vincenzo l'attendait près du comptoir du concierge, l'air puissamment décontracté dans un costume anthracite. Quand il la vit, quelque chose traversa son visage, de l'appréciation peut-être, avant que son expression ne se lisse en un accueil poli. « Anna, vous avez l'air reposée. » « Grâce à vous. » Elle serra son sac à main, son sac récupéré, telle une bouée de sauvetage. « Je ne sais pas comment vous remercier pour tout, la chambre, les vêtements, le fait d'avoir récupéré mes affaires. Vous n'avez pas besoin de me remercier. » Il gesticula vers la sortie où une voiture noire patientait au trottoir. « Mon chauffeur vous conduira où vous voulez. Votre appartement, le travail, la maison d'un ami, à votre choix. » Elena jeta un coup d'œil à la voiture, puis à lui. « Et Marcus ?» Marcus Webb a passé la nuit seul dans son appartement à Tribeca. Mes équipes l'ont surveillé. Le ton de Vincenzo était décontracté, mais Elena ne manqua pas l'implication. Il avait fait surveiller Marcus toute la nuit. Il a passé plusieurs appels à William Carrington vers 2 heures du matin. Je suppose qu'il n'est pas content de l'humiliation de la nuit dernière. Carrington, Elena se rappela ce nom de la nuit précédente. Son patron, Marcus, le vénérait. Oui, eh bien, le sourire de Vincenzo était mince. William Carrington et moi avons des affaires inachevées, mais ce n'est pas votre préoccupation. Il sortit une carte, la même qu'il lui avait donnée la nuit dernière.
et la pressa dans sa main. Gardez celle-ci. Si Marcus vous contacte, s'il apparaît n'importe où près de vous, appelez-moi immédiatement. Je ne peux pas continuer à dépendre de vous pour... Helena. Son nom fut prononcé doucement, mais avec une autorité qui la fit s'arrêter à mi-phrase. Les hommes comme Marcus Webb n'abandonnent pas facilement, surtout quand ils ont été humiliés. Il essaiera de vous contacter par des fleurs, des excuses, des menaces, peut-être les trois. Quand cela arrivera, vous m'appellerez, compris? Elle voulut argumenter, insister qu'elle pouvait gérer cela seule. Mais la vérité était qu'elle essayait de le gérer seule depuis des mois, et cela n'avait pas fonctionné. D'accord, bien. Vincenzo fit un signe de tête à quelqu'un derrière elle. Carlo, l'homme cicatrisé de l'autre nuit. Carlo vous conduira. Il a l'air intimidant, mais il est en fait très agréable. N'est-ce pas, Carlo? Un plaisir, patron, grommela Carlo. Malgré tout, Helena faillit sourire. Elle fit un pas vers la porte, puis se retourna. Pourquoi m'aidez-vous? Vraiment? Vincenzo resta silencieux un instant, la regardant avec ses yeux sombres et calculateurs. Disons simplement que je n'aime pas les hommes qui utilisent leur pouvoir pour blesser des personnes plus faibles qu'eux. Marcus Webb est un lâche, caché derrière l'argent et l'influence de William Carrington. Quelqu'un doit lui rappeler qu'il n'est pas aussi protégé qu'il le pense. Il y avait quelque chose sous ces mots, quelque chose de personnel et de dangereux. Helena se demanda quelle histoire se cachait derrière cette expression soigneusement contrôlée. « Merci, dit-elle à nouveau, sincèrement. Ne me remerciez pas encore. » Le sourire de Vincenzo n'atteignit pas ses yeux. Nous ne faisons que commencer. Carlo lui ouvrit la portière de la voiture, et Helena se glissa dans l'intérieur en cuir. Alors qu'il s'éloignait de l'hôtel, elle vit Vincenzo au téléphone, déjà plongé dans une conversation. À l'intérieur du hall, Dominique apparut à l'épaule de Vincenzo. « Vous faites vraiment ça. Mettez des équipes sur web, surveillance 24 heures sur 24, où il va, qui il rencontre, ce qu'il dit, et faites entrer quelqu'un dans les propriétés de Carrington. Je veux connaître chaque conversation de Webb et Carrington sur la nuit dernière. » Et la fille, Vincenzo regarda la voiture disparaître dans le trafic. Détail de protection, mais discret. Elle n'a pas besoin de savoir qu'ils sont là. Si Webb fait le moindre pas vers elle, je veux le savoir, avant qu'il n'approche à moins de 50 pieds. Dominique prit des notes sur son téléphone. Vous savez que Carrington finira par comprendre que vous êtes impliqué. Bien, qu'il sue. L'expression de Vincenzo se durcit. 8 millions de dollars, Dominique. 6 mois de retard. Carrington pense que j'attendrai éternellement parce que je suis patient. Il est temps qu'il apprenne la différence entre la patience et la stratégie. Et Helena Santos est votre stratégie. Helena Santos est une femme qui mérite d'être libérée d'un homme qui la terrorise depuis 2 ans. Si cette liberté rend William Carrington très nerveux à propos de son jeune prodige, le sourire de Vincenzo était glacial. C'est juste une bonne fortune. Dominique savait qu'il valait mieux ne pas discuter quand son patron prenait ce ton. Je passerai les appels. Alors que Vincenzo retournait vers les ascenseurs, son téléphone vibra avec un message de son équipe de surveillance. Webb vient de quitter son appartement, se dirigeant vers le bureau de Carrington, à l'air en colère. Vincenzo sourit. Le jeu commençait. Helena passa la majeure partie de la journée à faire semblant que tout était normal. Elle alla travailler, sourit à ses collègues, resta assise à une réunion de marketing sur une campagne sans importance. Personne ne posa de questions sur la robe d'hôtel qu'elle portait, ou pourquoi elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Le premier SMS de Marcus arriva à 14 heures. « Nous devons parler. Je suis désolé pour hier soir. J'étais contrarié. » Elle le supprima sans répondre. Le second arriva 10 minutes plus tard. « Helena, s'il te plaît, je t'aime, je veux juste m'expliquer. » Supprimé. À 15 heures, son téléphone vibrait constamment. Des SMS, puis des appels, puis des messages vocaux qui commençaient par des excuses et se terminaient par une rage à peine contenue. « Tu m'as humilié, tu m'as fait passer pour un idiot devant la sécurité de l'hôtel. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu as fait? » Monsieur Carrington pose des questions, Helena. Des questions sur ma vie personnelle à cause de toi. Les mains d'Helena tremblèrent alors qu'elle mettait son téléphone en silencieux. Autour d'elle, le bureau bourdonnait d'une activité normale. Clavier qui cliquetait, téléphone qui sonnait, quelqu'un riant à la machine à café. Elle avait l'impression de regarder tout cela derrière une vitre. À 16 heures, une livraison arriva. 2 douzaines de roses rouges avec une carte. « Pardonnez-moi, je ne peux pas vous perdre. » Monsieur, son superviseur, Jennifer, haussa un sourcil. « Quelqu'un est dans le pétrin. » Helena les jeta à la poubelle dès que Jennifer se détourna.
À 17h30, elle quitta le travail par l'entrée de service, celle qui donnait sur l'allée latérale. Elle ne prenait pas de risque, mais alors qu'elle marchait vers le métro, son téléphone vibra avec un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Contre son meilleur jugement, elle répondit. « Bonjour mademoiselle Santos, c'est James de Premium Auto Services. Votre véhicule a été remorqué du parking au 64e, 47 et Madison ce matin. Vous pouvez le récupérer à notre dépôt dans le Queens, mais il y a des frais de 450 $, plus des frais de stockage. » L'estomac d'Elena se noua. « Remorqué? Pourquoi? J'ai payé pour cette place. »« Je ne fais que lire ce qui est dans le système, madame. Il est indiqué ici qu'il a été signalé comme abandonné. Vous devrez contacter la direction du garage pour contester. » Elle raccrocha. La fureur remplaça la peur. C'était Marcus. Ça devait l'être. Il savait exactement à quel point cette voiture comptait pour elle. C'était celle de sa mère, l'une des seules choses qui lui restaient. Elena sortit la carte de Vincenzo, fixant le numéro. Elle savait que Marcus se vengerait, mais une partie d'elle avait espéré qu'il la laisserait simplement partir, que la nuit dernière l'effraierait suffisamment pour qu'il recule. Elle aurait dû mieux savoir. Avant qu'elle ne puisse décider d'appeler, son téléphone vibra à nouveau. L'alerte de fraude de sa banque. Activité inhabituelle détectée. Votre compte courant a été temporairement gelé en raison de tentatives de connexion suspectes. Veuillez appeler immédiatement. Non, murmura Elena. Non, non, non. Elle appela la ligne d'urgence de la banque, passa 20 minutes en attente, puis 15, autres à être transférés entre les départements. Finalement, un représentant qui semblait fatigué expliqua que quelqu'un avait essayé d'accéder à son compte depuis trois appareils différents au cours de la dernière heure. Pour sa protection, ils avaient tout gelé jusqu'à ce qu'elle puisse vérifier son identité en personne. Cela prendra de 3 à 5 jours ouvrables pour résoudre le problème, déclara le représentant en s'excusant. Elena raccrocha et s'adossa à un bâtiment, essayant de ne pas pleurer. Pas de voiture, pas d'accès à son argent, et 37, appels manqués de Marcus. Elle était à mi-chemin de composer le numéro de Vincenzo quand une élégante berline noire s'arrêta à côté d'elle. La vitre descendit, révélant le visage cicatrisé de Carlos. « Mademoiselle Santos, montez. Comment avez-vous... » « Le patron a dit que vous pourriez avoir besoin d'un transport. » L'expression de Carlos était indéchiffrable. « Il a aussi dit de vous dire que votre situation automobile est en cours de traitement. » Elena se glissa sur la banquette arrière, trop épuisée pour discuter. « Marcus a fait remorquer ma voiture et a gelé mon compte bancaire. Je ne sais pas comment il a fait. »« Il n'a rien fait, » dit Carlo simplement, s'insérant dans la circulation. « Quoi ? La Mercedes de Marcus Webb a été remorquée de son immeuble à 15h45 cet après-midi. Apparemment, une erreur administrative, très regrettable. » Le ton de Carlo était parfaitement neutre. Et ses comptes personnels, courants, épargne, carte de crédit, ont tous été signalés pour activité suspecte vers 16 heures. Coïncidence. Elena le regarda. Vincenzo a fait ça. Le patron ne fait rien. Les choses se passent juste autour de lui parfois. Carlo la regarda dans le rétroviseur. Votre voiture sera de retour au garage demain matin. Les frais de remorquage sont annulés. Le parking est offert pendant 6 mois. Votre compte bancaire sera débloqué dans l'heure. Erreur technique. Ils diront qu'ils sont très désolés. Je ne comprends pas. Comment peut-il juste... Monsieur Moretti a des amis dans de nombreux endroits, dit Carlos, et il n'aime vraiment pas quand les gens s'en prennent aux personnes qu'il protège. Le mot « protection » résonnait dans l'air. Elena aurait dû ressentir un soulagement, mais une émotion plus complexe l'envahissait. Une gratitude mêlée d'un profond malaise. En un simple appel téléphonique, Vincenzo avait réglé ses problèmes, des obstacles qui lui auraient pris des jours, voire des semaines, à surmonter seul. Mais un tel pouvoir n'était-il pas, en soi, une forme de contrôle insidieuse ? « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Le patron veut te voir, s'assurer que tu vas bien, » répondit Carlo en s'engageant dans une rue inconnue d'Elena. « Tu peux refuser, il l'a bien précisé. Mais entre nous, Miss Santos, la situation avec ton ex va devenir compliquée. Mieux vaut l'apprendre de la bouche du boss que le découvrir à tes dépens. » 20 minutes plus tard, Elena se retrouvait de nouveau dans le penthouse du Belmont Grand, observant Vincenzo servir du vin, comme si de vieux amis se retrouvèrent pour dîner, et non un chef de la mafia face à la femme dont la vie avait été systématiquement infiltrée en moins de 24 heures. « Marcus a agi », déclara Vincenzo sans préambule.
Il a cherché à te nuire. J'ai rendu sa vie plus difficile. C'est ainsi que les choses fonctionnent maintenant. Ah, et tu ne peux pas simplement... Je peux, et je le ferai, répondit-il en lui tendant un verre. Car voici ce que tu dois comprendre, Helena. Marcus Webb n'agit plus seul. Il a appelé William Carrington 4 fois aujourd'hui, et Carrington lui a rappelé 2 fois. Ils élaborent des stratégies à ton sujet. Le sang d'Helena se glaça. Pourquoi un milliardaire s'intéresserait-il à moi? Parce que tu es la faiblesse de Marcus désormais, et Marcus est la faiblesse de Carrington. Les yeux de Vincenzo étincelaient dangereusement, ce qui te rend très intéressante pour moi. Helena reposa le verre, les mains tremblantes. Je ne suis pas une arme, ni un pion dans le jeu que vous jouez avec ces gens. Non, acquiesça Vincenzo doucement. Tu es une femme qui mérite de vivre sans peur. Mais, Helena, ces hommes t'utilisent déjà comme un pion. Je m'assure simplement que tu ne sois pas sacrifiée dans le processus. Hors des fenêtres, la ville scintillait de 1000 feux crépusculaires. Quelque part dehors, Marcus tentait probablement encore d'accéder à ses comptes gelés, essayait toujours de l'appeler, refusant de s'incliner. Et Vincenzo Moretti observait tout, déplaçant ses pièces sur l'échiquier. Helena ne faisait que commencer à saisir l'ampleur de la situation. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle. Le sourire de Vincenzo était aussi tranchant que du verre brisé. « Maintenant, nous allons les rendre nerveux. » Helena ne rentra pas chez elle cette nuit-là. Vincenzo lui avait réservé une autre chambre d'hôtel, non plus au Belmont, mais dans un petit boutique hôtel du West Village. Plus sûr, plus imprévisible, avait expliqué Carlo. Elle passa les 3 jours suivants dans un étrange état de limbe. Sa voiture fut restituée comme promis, son compte bancaire mystérieusement dégelé, accompagné d'un email d'excuses du directeur de la banque. Marcus était resté silencieux après le gel de ses comptes, ce qui, d'une certaine manière, semblait plus inquiétant que ses appels incessants. Dans l'après-midi, Helena ne supportait plus l'incertitude. Elle avait besoin de réponses. Elle devait comprendre ce que Vincenzo Moretti faisait et pourquoi. Elle retourna au Belmont Grand juste après 15 heures, le cœur battant en traversant le hall. Le concierge la reconnut immédiatement. « Mademoiselle Santos, Monsieur Moretti vous attend. »« Il m'attend ?» Le concierge sourit, complice. Ascenseur du penthouse, 42e étage. Alors que l'ascenseur montait, Helena se demanda comment il avait pu savoir qu'elle arrivait. Quelqu'un avait-il appelé à l'avance? Y avait-il des caméras? Ou Vincenzo Moretti possédait-il simplement un talent troublant pour anticiper les mouvements des gens? La porte du penthouse était déjà ouverte. Carlo se tenait dans le couloir, l'accueillant cette fois avec une politesse presque chaleureuse. « Mademoiselle Santos, entrez, il est sur la terrasse. » Le suite était inondé par la lumière du soleil de l'après-midi. Helena traversa le salon vers les portes ouvertes de la terrasse, où elle trouva Vincenzo, accoudé à la balustrade, un téléphone à l'oreille. « Je me fiche de ce que disent les avocats de Carrington. La date limite était hier. S'il veut une prolongation, qu'il la demande lui-même. » Fit-il une pause. « Non, plus d'intermédiaire. Si William Carrington veut négocier, il m'appelle directement. » Il raccrocha et se tourna, non surpris de trouver Helena là. « Tu es venue. Comment saviez-vous que je viendrais? Parce que tu n'es pas du genre à laisser les questions sans réponse. » Il désigna une petite table dressée avec du café et des pâtisseries. « Assieds-toi. Tu as l'air de n'avoir rien mangé. » « Je n'ai pas faim. Je suis confuse. » Helena resta debout, les bras croisés. « Ma voiture revient mystérieusement. Mon compte bancaire dégèle. » Marcus devient complètement silencieux. Et apparemment, tout le monde dans cet hôtel sait que j'arrive avant moi. Que se passe-t-il? Vincenzo versa 2 tasses de café, lui en tendit une malgré sa protestation. « Tu es sous protection. C'est le cas depuis que tu es parti d'ici hier matin. »« Protection? Vous voulez dire surveillance? »« Je veux dire protection. » rectifia-t-il calmement. « Marcus Webb est en train de perdre le contrôle. Mes hommes l'ont tenu éloigné de toi. C'est tout. »« C'est tout ?» La voix d'Helena monta d'un cran. « Vous avez pris le contrôle de ma vie en 3 jours. Vous décidez où je loge, ce qu'il advient de ma voiture, probablement ce que je mange au petit déjeuner. Tu as pris du porridge ce matin au café de l'hôtel, dit Vincenzo d'un ton monocorde, aux myrtilles. » Helena le fixa, la fureur et quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer, s'entrechoquant dans sa poitrine. « Ce n'est pas acceptable. Vous ne pouvez pas tout orchestrer autour de moi comme si j'étais une sorte de projet. » Tu as raison. L'accord l'a surpris. Vincenzo posa son café et s'approcha, mais sans menace. « Tu as absolument raison. Je contrôle la situation, parce que c'est ce que je fais. C'est ainsi que j'ai survécu dans mon monde. » Il marqua une pause. « Mais tu n'es pas dans mon monde. Tu n'as rien demandé de tout cela. Et si tu veux que je me retire, je le ferai. »« Vous le ferez »
Elena ne le crut pas. Je retirerai mes hommes, annulerai l'hôtel, te rendrai ta vie exactement comme elle était il y a 3 jours. Ses yeux sombres l'observaient intensément. Mais Marcus ne s'arrêtera pas, et Carrington est désormais personnellement investi pour garder Marcus heureux et fonctionnel. Sans protection, tu devras gérer les deux seuls. Elena voulut débattre, mais elle savait qu'il avait raison. Les fleurs, la voiture remorquée, les comptes gelés, ce n'était que le début. Marcus ne reculait jamais, il intensifiait toujours. « Je ne veux pas être votre projet, » dit-elle doucement. « Je ne veux rien vous devoir. Tu ne me dois rien. » La voix de Vincenzo s'adoucit d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Elena, je ne fais pas cela parce que j'attends quelque chose de toi. Je le fais parce que je le peux, et parce que c'est la bonne chose à faire. Les gens comme vous ne font pas les choses simplement parce qu'elles sont justes. » Une étincelle, peut-être de douleur ou de vieille colère, traversa son visage. « Les gens comme moi, tu veux dire des criminels, des hommes dangereux? Je veux dire des hommes de pouvoir qui l'utilisent pour contrôler des choses, des situations, des gens. » Elena soutint son regard directement, refusant de céder. « Vous n'êtes pas Marcus, je le sais, mais vous prenez toujours des décisions pour moi sans me demander mon avis. » Le silence s'étira entre eux, puis, de manière inattendue, Vincenzo rit, un vrai rire, pas le sourire froid qu'elle avait vu auparavant. « Tu as raison, encore une fois, » il secoua la tête. « La plupart des gens ne me parlent pas ainsi. La plupart sont trop effrayés ou trop intelligents. Peut-être que je ne suis ni effrayée ni intelligente, dit Elena, mais elle souriait presque maintenant aussi. Non, tu es les deux, c'est ce qui te rend intéressante. Vincenzo s'appuya sur la balustrade, l'étudiant. D'accord, nouvel arrangement. Je te dirai tout ce que je fais. Tu auras une transparence totale. Et si tu veux que j'arrête, j'arrête. Marché conclu? Juste comme ça? Juste comme ça. Quelque chose dans son expression changea, devint plus authentique, moins réservé. Mais je vais te demander de me faire confiance encore quelques jours, non pas parce que je te contrôle, mais parce que je suis très près de rendre la vie de Marcus Webb extrêmement compliquée, et par extension, celle de William Carrington encore pire. Elena sirota le café qu'il lui avait donné, pensant « Les 8 millions de dollars, c'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas ?» Vincenzo haussa un sourcil. « Tu as été attentive. Je ne suis pas stupide. Vous avez dit que vous et Carrington aviez des affaires inachevées, et j'en ai suffisamment entendu la première nuit. » Elle posa la tasse. « Vous utilisez ma situation avec Marcus pour faire pression sur Carrington. »« Partiellement, » admit-il. « Mais Elena, je t'aurais aidé de toute façon. L'angle Carrington a simplement rendu cela stratégiquement bénéfique pour tout le monde, sauf Marcus. »« Sauf Marcus, » acquiesça Vincenzo. « Et il mérite tout ce qui lui arrive. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une conviction qui transcendait le domaine des affaires. Elena songea à ce que Carlo avait dit. Le patron n'aime vraiment pas quand quelqu'un s'en prend aux personnes qu'il protège. « Pourquoi t'intéresses-tu tant à moi, spécifiquement » demanda-t-elle. Vincenzo resta silencieux un long moment, observant la ville. « Parce que je sais ce que c'est que de se sentir piégé par quelqu'un de plus puissant que soi, et je sais ce que coûte la liberté. » Il tourna son regard vers elle. « Tu es entrée dans ma vie par accident, Elena. Mais peut-être n'était-ce pas un accident. Peut-être que tu as fini exactement là où tu devais être. » Sur le seuil, Dominique observa son patron rire à quelque chose qu'Elena avait dit. Rire vraiment, la tête en arrière, toute garde baissée. Il croisa le regard de Carlo. « La dernière fois que tu l'as vu comme ça ?» marmonna Dominique. Carlo réfléchit. « Jamais. »« Oui, » dit doucement Dominique. « C'est bien ce que je pensais. » Sur la terrasse, Elena discutait avec Vincenzo pour savoir si elle devait retourner travailler le lendemain, elle, plaidant pour la normalité, lui suggérant de prendre quelques jours de congé. Aucun d'eux ne remarqua qu'il se tenait non plus près maintenant, ou que son masque froid avait complètement disparu. Mais tous les autres dans le penthouse le remarquèrent, et tous savaient ce que cela signifiait. Le bureau d'angle de William Carrington surplombait Central Park du haut du 40e étage. Il se tenait à la fenêtre, la mâchoire serrée, écoutant son chef de la sécurité expliquer comment la vie de Marcus Webb était devenue un désastre minutieusement orchestré au cours des 3 derniers jours. La voiture remorquée, les comptes gelés, l'incident de l'hôtel. Tout est lié, monsieur. Quelqu'un avec de sérieuses ressources cible Webb spécifiquement. Pas quelqu'un, dit Carrington froidement. Vincenzo Moretti. Son avocate, Patricia Shun, leva brusquement les yeux de sa tablette. Vous êtes certain? Le Belmont Grand est l'une de ses propriétés. Mon entourage a mené l'enquête.
Webb a tenté d'accéder à l'étage du penthouse cette nuit-là et a été expulsé sans ménagement par la garde personnelle de Moretti. Carrington s'est détourné de la fenêtre, le visage sombre. « Et le timing est trop commode », a-t-il ajouté. Moretti n'a cessé de me harceler au sujet du paiement de Brooklyn depuis des mois. Soudainement, mon associé le plus précieux se retrouve systématiquement démantelé. « Qu'est-ce que Webb a à voir avec votre dette envers Moretti ?» a demandé Patricia, cherchant à percer le mystère. L'expression de Carrington s'est assombrie davantage. Webb détient l'autorité de signature sur les comptes d'où cet argent devrait provenir. Si Webb devient instable, ses transferts deviennent compliqués. Moretti le sait pertinemment. Ainsi, c'est un moyen de pression, a compris Patricia, lentement. Il fait pression sur Webb pour qu'il vous mette la pression. Pire encore, il fait passer Webb pour un individu peu fiable, a corrigé Carrington. Si je perds confiance en Webb, je perds l'accès à la moitié de mes sociétés écrans. Le téléphone de Carrington a vibré. Un 7e appel de Marcus aujourd'hui. Il l'a délibérément ignoré. Obtenez-moi tout sur cette fille, cette Elena Santos. C'est le point de départ de tout ça. 2 heures plus tard, Patricia est revenue avec le dossier. Elle n'est personne, William. Une coordinatrice marketing de niveau intermédiaire. Pas de famille, pas de connexion. Elle essaie de quitter Webb depuis des mois. Rien ici qui puisse vous menacer. Alors pourquoi Moretti s'intéresse-t-il à elle? A interrogé Carrington, sceptique. Peut-être qu'il ne s'intéresse pas. Peut-être qu'elle s'est juste retrouvée au milieu du conflit, a hésité Patricia. Ou peut-être que Moretti voit quelque chose que nous ne voyons pas. Il la protège. Nous avons la confirmation que pas moins de 3 de ces hommes maintiennent une surveillance rotative sur son appartement et son lieu de travail. Les yeux de Carrington se sont plissés. 3 hommes pour une personne insignifiante. Il a pris une décision radicale. Je veux que notre propre équipe la surveille 24 heures sur 24. Je veux savoir pourquoi Moretti s'intéresse à cette fille et mettre Webb sous contrôle. Envoyez-le à la propriété du Connecticut pour quelques jours. Dites-lui que c'est pour sa propre protection. Il n'ira pas de bonne grâce. Il est obsédé par l'idée de récupérer Elena. « Je me fiche de ce qu'il veut », a rétorqué Carrington, sa voix devenue glaciale. « Marcus travaille pour moi et pour l'instant, c'est un boulet. Faites-le sortir de la ville et déployez notre équipe de relations publiques. Si Moretti tente de divulguer quoi que ce soit sur Webb ou sur nos affaires, je veux que ce soit enterré avant que ça n'atteigne Internet. » Patricia a pris des notes diligemment. « Et les 8 millions de dollars? Qu'en est-il, William? Peut-être qu'il est temps de simplement le payer, mettre fin à cela avant que ça ne dégénère davantage. » Le rire de Carrington était amer. « On ne paie pas des hommes comme Vincenzo Moretti en s'attendant à ce qu'ils disparaissent. On les paie et ils savent qu'on est faible. Ils poussent encore plus fort. » Il a rajusté sa cravate. « Non, nous protégeons Webb, nous protégeons nos intérêts. Et nous attendons que Moretti en fasse trop. Il le fera. Les hommes comme lui le font toujours. » Au Belmont Grand, dans le War Room de Vincenzo. La suite Penthouse bourdonnait d'activité. Dominique se tenait en bout de table, présentant des rapports de surveillance à Vincenzo et à son équipe rapprochée. « Carrington bouge », a annoncé Dominique. Il a maintenant ses propres agents qui surveillent Elena. Une équipe de 3 hommes avec des rotations de surveillance. Et Webb est transféré vers l'une des propriétés de Carrington, dans le Connecticut. « Relocaliser Webb », a répété Vincenzo, son front se plissant. « Carrington le protège ou l'isole », a suggéré Carlos. « Le tenir éloigné de la fille, loin des projecteurs, pendant qu'ils décident de leur prochaine action. Dans tous les cas, cela confirme ce que nous soupçonnions, a poursuivi Dominique. Carrington considère Webb comme essentiel, ce qui signifie que notre pression fonctionne. » Il a marqué une pause, l'atmosphère devenant plus pesante. « Mais, chef, nous devons parler de la fille. » La pièce est devenue silencieuse. L'expression de Vincenzo n'a pas changé, mais chacun a ressenti une baisse de température. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Dominique a choisi ses mots avec précaution. Elle devient un point focal. Carrington enquête sur elle, la surveille. Notre équipe de protection a signalé 2 incidents aujourd'hui, où les hommes de Carrington se sont trop approchés. Nous avons dû intervenir. La situation s'intensifie. Alors, nous intensifions sa protection, a tranché Vincenzo. Chef, cette fois, c'était Marco, a interjeté l'un des exécuteurs seniors. Avec tout le respect, la jeune femme est une civile. Elle n'a pas demandé cette guerre. Chaque jour qu'elle reste au milieu de cela, elle est en plus grand danger. De la part de Carrington, de Webb s'il s'échappe du Connecticut, et de l'exposition à nos opérations. Que suggérez-vous? La voix de Vincenzo était dangereusement calme. Je suggère qu'elle devienne un fardeau, a dit Marco sans embâge. Non pas à cause de ce qu'elle a fait,
Mais parce que Carrington la voit maintenant comme votre point faible, il va utiliser cela contre vous. Vincenzo s'est levé lentement. Elena Santos est sous ma protection. Cela ne change pas parce que William Carrington est nerveux. Personne ne dit de l'abandonner, a interjeté Dominique avec fluidité. Mais peut-être est-il temps de l'extraire complètement. Nouvelle identité, nouvelle ville, relocalisation totale. L'emmener là où Carrington et Webb ne peuvent pas la trouver. Une rupture nette. Elle a une vie ici. Un emploi, des amis. Une vie où elle est surveillée par 2 organisations différentes et où son ex-petite amie est briefée par un milliardaire sur la façon de la récupérer, a rétorqué Dominique. Chef, vous vous impliquez personnellement. Nous le voyons tous, et c'est bien. C'est votre décision. Mais l'implication personnelle rend les gens imprudents. Cela les rend vulnérables. La mâchoire de Vincenzo s'est contractée. Remettez-vous en question mon jugement? J'essaie de vous protéger, et elle, a adouci Dominique sa voix. Vous tenez à cette femme, c'est évident. Mais prendre soin d'elle signifie la garder en vie, même si cela implique de la laisser partir. Le silence était suffocant. Finalement, Vincenzo a parlé. Doubler la protection, je veux 6 hommes sur elle en permanence. Les nôtres, pas ceux de Carrington. Si ces gens s'approchent à moins de 15 mètres, je veux être informé immédiatement. Il a balayé la table du regard. Elena Santos, elle fait ses propres choix, et quiconque a un problème avec cela peut partir tout de suite. Personne n'a bougé. Bien. Vous êtes libre. Alors que la pièce se vidait, seul Dominique était resté. Vous savez que j'ai raison. Tu as raison qu'elle est en danger, a admis Vincenzo. Mais je n'ai pas tort qu'elle mérite un choix. Tout le monde dans sa vie a pris des décisions pour elle. Marcus Carrington, et même nous dans une certaine mesure. Je ne lui enlèverai pas la seule chose qui lui reste, son libre arbitre. Même si ce choix la tue, Vincenzo s'est tourné vers son plus vieil ami. Alors, je ferai en sorte que cela n'arrive pas. Après le départ de Dominique, Vincenzo est resté à la fenêtre, observant les lumières de la ville. Son téléphone affichait 3 messages d'Elena. Des nouvelles décontractées sur sa journée. De petites touches de normalité au milieu du chaos. Elle commençait à lui faire confiance, ce qui signifiait que Dominique avait raison sur une chose. Il s'impliquait personnellement. Et dans son monde, l'implication personnelle était le passif le plus dangereux de tous. Son téléphone a vibré avec une alerte de l'équipe de protection. L'équipe de Carrington tente d'approcher, sujet actuellement au travail. Conseil. Vincenzo a tapé en retour. Interceptez, faites-leur comprendre qu'elle est hors limite. 3 minutes. Plus tard, un autre message. Message délivré. Il recule. Vincenzo s'est permis un léger sourire. Que Carrington envoie ses avocats et ses équipes de relations publiques. Qu'il protège Marcus Webb dans le Connecticut. La guerre ne faisait que commencer. Et William Carrington n'avait aucune idée à quel point il avait déjà perdu. Elena est restée tard au travail, le 5e jour, tentant de rattraper les projets négligés pendant le tumulte de la semaine passée. Quand elle aura quitté le bâtiment, il était plus de 20 heures. Les rues étaient à la plus sombre que d'habitude. Une ampoule avait grillé sur le parking derrière son bureau. Elle aurait dû savoir qu'il ne fallait pas utiliser la sortie arrière. Marcus a surgi de derrière un camion de livraison, bloquant son chemin vers sa voiture. Le cœur d'Elena a bondi dans sa gorge. Il avait l'air épouvantable, mal rasé, son costume coûteux froissé, les yeux fous d'un mélange de désespoir et de rage. Ce n'était pas l'homme posé qui l'avait charmé autrefois. C'était quelqu'un en plein effondrement. « Nous devons parler », a déclaré Marcus, sa voix tremblante. Elena a reculé d'un pas, sa main fouillant dans son sac pour son téléphone. « Restez loin de moi, j'appelle la police. »« La police ?» Marcus a ri, un son cassant. « Tu crois que la police va t'aider ? As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait ? Monsieur Carrington m'a envoyé au loin. Au loin ? Comme si j'étais un fardeau à cause de toi. Je ne t'ai rien fait. Tu m'as humilié, a-t-il affirmé. Il s'est rapproché, et Elena a vu que ses mains étaient resserrées en poing. Tu as couru vers cet hôtel, tu as fait une scène. Et maintenant, tout le monde me prend pour une blague instable. Les avocats de Carrington posent des questions. Mes comptes ont été gelés. Ma voiture a été emmenée. Et tu sais ce qu'il y a de pire ? Le dos d'Elena a heurté sa voiture. Plus aucun refuge. Le pire, a continué Marcus, sa voix baissant pour prendre une teinte plus dangereuse, c'est que je sais que quelqu'un t'a aidé. Quelqu'un avec assez de pouvoir pour perturber ma vie. Et je pense que tu sais exactement qui c'est. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas. Marcus a claqué sa main contre la vitre de sa voiture, la faisant sursauter. Tu te crois si maligne de courir te cacher derrière un gangster pour ta protection ? Tu crois qu'il se soucie de toi ?
Tu n'es qu'un outil pour lui, Helena, un moyen d'atteindre Carrington. Et quand il aura fini de t'utiliser... » Il n'a pas terminé la phrase. 3 hommes ont surgi de l'ombre si rapidement et silencieusement que Marcus ne les a vus que lorsqu'ils étaient là. L'énorme main de Carlos s'est refermée sur l'épaule de Marcus, le tirant loin d'Helena avec une force sans effort. « Éloignez-vous de la dame » a dit Carlos calmement. Marcus a essayé de se dégager, mais un autre homme, plus jeune, aux yeux froids, lui a bloqué le chemin. « Vous devez partir maintenant. Qui diable êtes-vous? Vous ne pouvez pas juste... » La bravade de Marcus s'est effondrée quand il a vu le 3e homme qui s'était positionné entre Marcus et Helena, la main reposant négligemment sur quelque chose sous sa veste. « Nous sommes les gens qui t'ont regardé prendre de mauvaises décisions toute la semaine, » a déclaré Carlos. « Et c'est ton dernier avertissement. Pars, monte dans ta voiture, retourne au Connecticut où tu es censé être, sinon cette conversation deviendra beaucoup moins amicale. » Marcus a regardé Helena, et elle a vu quelque chose vaciller dans ses yeux, de la haine mêlée de fierté blessée. « Ce n'est pas fini. Tu ne peux pas te cacher derrière lui éternellement. »« En fait, si, » a dit Carlos agréablement. « Bouge, Webb. » Ils ne l'ont plus touché, mais la menace implicite était claire. Marcus recula maladroitement vers une voiture de location garée à proximité, jetant un dernier regard venimeux à Helena avant de s'y engouffrer et de démarrer à toute vitesse. Les jambes d'Helena faillirent la lâcher. Carlo lui saisit doucement le coude. « Vous allez bien, Miss Santos, nous sommes là. Comment avez-vous me surveillé ?»« Ordre du patron. Vous n'êtes jamais seul, même quand vous le croyez. » Carlo la guida vers un SUV noir. « Allons vous mettre en lieu sûr. » 25 minutes plus tard, Helena fit irruption dans le penthouse de Vincenzo, et pour la première fois depuis leur rencontre, elle était enragée plutôt qu'effrayée. « Ça doit cesser !» Elle jeta son sac sur le canapé en cuir. Vincenzo se leva de son bureau, l'inquiétude traversant son visage, mais elle l'interrompit. « J'apprécie votre aide, vraiment. Mais je ne ferai plus ça. Helena, que s'est-il passé? Marcus m'a acculé. Vos hommes l'ont arrêté à nouveau. Et il a raison sur un point. Je ne suis qu'un pion dans le jeu que vous jouez avec Carrington. » Sa voix se brisa légèrement. « Je refuse d'être un pion, ni celui de Marcus, ni le vôtre, ni celui de personne. » Vincenzo traversa lentement la pièce, les mains visibles, non menaçantes. « Vous n'êtes pas un pion. Alors, qu'est-ce que je suis? Un levier stratégique, un avantage, un moyen commode de rendre William Carrington nerveux? Vous êtes une femme qui mérite d'être en sécurité, » dit Vincenzo calmement. « C'est tout ce que vous avez jamais été pour moi. Je ne vous crois pas, mais même en le disant, Helena n'était pas certaine de sa propre affirmation. Elle avait observé la manière dont Vincenzo la regardait lors de leur conversation, la façon dont son masque soigneusement maîtrisé se fissurait lorsqu'elle le mettait au défi. Les hommes comme vous n'agissez pas sans raison. Vous avez raison, je n'agis pas sans raison. Vincenzo s'arrêta à quelques pas, lui laissant de l'espace. Mais ma raison n'est pas celle que vous imaginez. Alors, dites-moi la vérité, toute la vérité. Il resta silencieux un long moment, une lutte interne se déroulant derrière ses yeux sombres. Finalement, il parla. Quand j'avais 16 ans, j'ai vu ma mère essayer de quitter mon père pendant 3 ans. Il était, et est toujours, un homme puissant dans notre monde. Chaque fois qu'elle tentait de partir, il la retrouvait, la ramenait, utilisant l'argent, les relations, la violence, tout ce qu'il fallait pour garder le contrôle. La voix de Vincenzo était calme, mais Helena y décela l'ancienne douleur. Elle a finalement réussi à se libérer à sa mort, mais elle n'était alors plus que l'ombre de ce qu'elle avait été. Il avait brisé quelque chose en elle qui ne s'est jamais refermé. La fureur d'Helena s'estompa. Alors, quand vous avez déferlé dans ma chambre, fuyant un homme qui faisait exactement la même chose, Vincenzo la regarda droit dans les yeux. J'ai vu ma mère, et j'ai décidé que si j'avais le pouvoir de vous aider, de vraiment vous aider, pas seulement de faire disparaître le problème temporairement, alors j'allais l'utiliser. Même si cela vous avantage stratégiquement, oui, même dans ce cas. Il fit un pas de plus. « Helena, je ne suis pas un homme bon. J'ai fait des choses qui vous horrifieraient. Mais je pensais ce que je disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas un pion. Vous n'êtes pas un levier. Vous êtes quelqu'un que j'ai choisi de protéger parce que c'était la bonne chose à faire. » Le silence s'étira entre eux. Helena voulait rester en colère, maintenir la distance qui la protégeait, mais elle voyait la vérité sur son visage. « Promettez-moi quelque chose, » dit-elle finalement. « Tout ce que vous voudrez. Promettez-moi que c'est votre parole. Pas une transaction, pas une stratégie. Votre parole que vous me garderez en sécurité jusqu'à ce que tout cela soit vraiment terminé. »
Vincenzo n'hésita pas. « Vous avez ma parole. Pas en tant qu'homme d'affaires, pas en tant que… » Il marqua une pause. « Ce que je suis, mais en tant que Vincenzo Moretti, l'homme qui se tient devant vous. Je vous garderai en sécurité, quoi qu'il en coûte. » Elena hocha lentement la tête, une partie de la tension s'évanouissant de ses épaules. « D'accord, d'accord, je vous fais confiance. » Elle fut surprise de constater qu'elle le pensait vraiment. « Je ne sais pas pourquoi, mais je vous crois. » Quelque chose se transforma dans l'expression de Vincenzo, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue. « Merci. » Aucun d'eux ne bougea pendant un instant, l'espace entre eux chargé de quelque chose qu'aucun n'était prêt à nommer. Dehors, l'équipe de protection signala le retour de la voiture de location de Marcus vers le Connecticut, les feux arrière disparaissant dans la nuit. À l'intérieur, 2 personnes se tenaient dans l'obscurité grandissante, liées par la protection et la confiance, et le début de quelque chose de bien plus dangereux qu'ils ne l'imaginaient. Le 6e jour commença avec Elena, se réveillant dans l'hôtel-boutique, se sentant étrangement calme pour la première fois en 7 jours. La confrontation avec Marcus avait été terrifiante, mais le fait d'avoir enfin exprimé sa colère à Vincenzo et d'avoir entendu sa vérité en retour avait changé les choses. Elle ne fuyait plus, elle choisissait de tenir bon. Son téléphone affichait un message de Vincenzo envoyé à 6 heures du matin. « Journée chargée en perspective. Soyez prudente. Mes hommes sont avec vous. » Elle se demanda ce que « journée chargée » signifiait dans son monde. Dans un immeuble de bureau anonyme du bas Manhattan, Vincenzo était assis en face d'un comptable nerveux nommé Richard Chen, qui avait travaillé pour Carrington Properties pendant 8 ans. Les mains de l'homme tremblaient alors qu'il étalait des documents sur la table. « Ce sont les sociétés écrans, » dit Richard doucement. « Hudson River Holdings, Tri-State Development Group, Metropolitan Properties LLC, toutes techniquement des entités séparées. Mais elles appartiennent toutes à Carrington. Il déplace de l'argent entre elles pour éviter les impôts et les dettes élevées. » Dominique se pencha en avant, étudiant les papiers. Et Webb a l'autorité de signature sur toutes celles-ci. Pas toutes, seulement ces 3. Richard désigna des comptes spécifiques. Carrington a ajouté Webb, il y a 18 mois. À l'époque, je pensais que c'était parce qu'il lui faisait confiance. Maintenant, je pense que c'est parce que Webb est jetable. Si quelque chose tourne mal, le nom de Webb apparaît sur tout, pas celui de Carrington. L'expression de Vincenzo s'assombrit. Donc, si Webb devient une charge juridique, Carrington peut prétendre l'ignorance, affirmer que Webb a agi sans autorisation, le livrer au procureur pendant que Carrington reste net. Richard sortit un autre document. Mais voici ce que Carrington ignore. Webb a été négligent. Il a utilisé des cartes de crédit d'entreprise pour des dépenses personnelles, des hôtels, des restaurants, des cadeaux pour Elena Santos. Des milliers de dollars facturés au compte de Tri-State Development. « Vous pouvez le prouver » demanda Dominique. Richard fit glisser un dossier sur la table. Reçu, relevé de carte de crédit, autorisation par email, tous avec la signature de Webb et les fonds de l'entreprise de Carrington. Si cela est vérifié, tous les 2 seront en difficulté, mais surtout Webb. Vincenzo étudia les documents, son esprit explorant les possibilités. « Et vous nous donnez cela pourquoi » ? Parce que Carrington est un salaud qui a détruit l'entreprise de construction de mon frère à cause d'un litige contractuel. Mon frère a tout perdu, son entreprise, sa maison, son mariage. La voix de Richard se durcit. J'attendais quelqu'un avec assez de pouvoir pour vraiment nuire à Carrington. Quand vos hommes m'ont contacté, j'ai vu ma chance. Vous pourriez perdre votre emploi, peut-être faire face à des conséquences juridiques. J'ai déjà un nouveau travail à Boston, loin d'ici. Richard se leva. Faites-lui payer, monsieur Moretti, c'est tout ce que je demande. Après le départ de Richard, Dominique laissa échapper un léger sifflement. Webb volait Carrington pour son obsession d'Elena. Mieux encore, dit Vincenzo, un sourire froid se formant. Webb a créé une piste documentée qui relie directement Carrington à la fraude financière, et Webb est trop arrogant pour s'en rendre compte. À la mi-journée, l'opération de Vincenzo était en plein essor. Son équipe financière traça les achats de Webb, chambre d'hôtel de luxe quand Elena refusait de le voir, bijoux onéreux qu'elle avait rejetés, équipement de surveillance qu'il avait acheté pour suivre ses mouvements, le tout facturé au compte de Carrington Properties, tout cela constituant une utilisation techniquement illégale des fonds de l'entreprise. Mais la véritable cible n'était pas Webb, c'était les sociétés écrans elles-mêmes. « Patron, regardez ça !» Marco afficha un écran montrant un réseau de transactions entre Hudson River Holdings et une entreprise de construction du New Jersey. 3 millions de dollars déplacés le mois dernier pour couvrir des frais de consultation,
mais la société de consultation n'existe pas. C'est juste une autre société écran de Carrington. Blanchiment d'argent, dit Dominique doucement, caché à la vue de tous, et Webb a signé le transfert. Vincenzo étudia les documents. Il ne savait probablement même pas ce qu'il autorisait. Il a juste signé là où Carrington lui a dit de signer. Au cours des heures suivantes, ils montèrent leur dossier, non seulement contre Webb, mais contre l'empire financier entier de Carrington, des sociétés écrans sans employés, de faux contrats de consultation, des transactions immobilières où des propriétés étaient achetées et vendues entre les entreprises de Carrington pour gonfler les valeurs et masquer les pertes, et les signatures de Webb étaient à partout. « Cet homme est un imbécile », marmonna Carlo, examinant un autre document frauduleux. Il a signé tout ce que Carrington lui a présenté parce qu'il faisait confiance à son mentor. Carrington l'a formé, lui a fait sentir important, lui a donné une autorité qu'il ne comprenait pas, dit Vincenzo. Maintenant, Webb est la vulnérabilité que Carrington sacrifiera pour se sauver. En soirée, Vincenzo avait ce dont il avait besoin, pas seulement des preuves des dépenses non autorisées de Webb concernant Helena. C'était l'hameçon, mais des preuves de la fraude financière systématique de Carrington. C'était le couteau. Il appela Helena depuis la salle de guerre, ressentant soudain le besoin d'entendre sa voix au milieu des calculs stratégiques. « Allô » répondit-elle, surprise. « Tout va bien. Tout va bien. Je voulais juste vérifier comment vous alliez. C'est en fait très gentil. » Il perçut son sourire au téléphone. « Je vais bien. Je travaille depuis la chambre d'hôtel aujourd'hui. Vos hommes ont livré le déjeuner tout à l'heure. Carlo a un goût étonnamment bon en matière de cuisine thaïlandaise. » Carlo est plein de surprises. Vincenzo se détendit légèrement. « Helena, demain soir, il y aura un événement caritatif au Metropolitan Club. Un événement mondain. Beaucoup de l'élite new-yorkaise. Carrington y sera. »« D'accord. » Elle sembla confuse quant à la raison pour laquelle il lui disait cela. « Je veux que vous veniez avec moi. » Silence. « En tant que quoi, exactement ?» demanda Helena prudemment. « En tant qu'invité. En tant que personne en qui j'ai confiance. » Il fit une pause. « En tant que personne avec qui j'aimerais passer la soirée en dehors de tout ce chaos. Vincenzo, si Carrington me voit là-bas, laissez-le vous voir. Laissez-le voir que vous n'avez pas peur, que vous ne vous cachez pas. » Sa voix s'adoucit. « Et que Marcus Webb, qui en entendra parler sans faute, comprenne que vous avez tourné la page, qu'il n'a plus aucun pouvoir sur vous. C'est une partie de votre stratégie, n'est-ce pas ?» Mais elle ne semblait pas en colère. « Tu prépares un coup pour demain soir, n'est-ce pas ?» avoua-t-il. « Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je te demande de venir. Je te le demande parce que je veux que tu sois là. La stratégie est une affaire distincte. » Un nouveau silence plana. Alors, comment dois-je m'habiller pour une soirée mondaine au Metropolitan Club? Vincenzo, sourire aux lèvres, répondit. « Je m'en occupe. Dis simplement oui. C'est fou, probablement et sans aucun doute une mauvaise idée, très probablement même. »« D'accord, » dit Helena, et il perçut à nouveau un sourire dans sa voix. « Oui. » Après avoir raccroché, Dominique interpella son patron, les sourcils haussés. « Tu l'emmènes à l'événement où Carrington sera présent. Je l'emmène parce qu'elle mérite de franchir cette porte la tête haute, et parce que je veux que tout le monde, surtout Carrington et Webb, comprennent précisément qui est Helena Santos sous ma protection, » répliqua Vincenzo. « Et qu'est-ce qu'elle est pour vous, patron ?» demanda Dominique à voix basse. « Vraiment ?» Vincenzo fixa les documents étalés sur son bureau, des preuves qui détruiraient un Marcus Webb et porteraient un coup sérieux à William Carrington. Une semaine plus tôt, cela n'aurait été qu'une transaction purement commerciale. Un levier pour obtenir ces 8 millions de dollars, 8 000 dollars. Mais à présent, en voyant le nom d'Helena parsemé dans la paperasse obsessionnelle de Webb, l'affaire prenait une tournure personnelle, déconnectée de l'argent. « Je ne sais pas encore, » admit Benzo, « mais je vais le découvrir. » Dehors, le soleil se couchait sur Manhattan. Demain soir, au Metropolitan Club, tout allait basculer. Vincenzo Moretti s'apprêtait à dévoiler à la haute société new-yorkaise ce qu'il advient lorsque l'on sous-estime les personnes que l'on tente de contrôler. Et Helena Santos, la femme qui avait accidentellement débarqué dans sa chambre il y a cinq jours, serait à ses côtés pour assister à tout cela. La robe que Vincenzo lui avait envoyée était en soie bleu nuit, fluide comme l'eau, d'une élégance discrète. Helena se reconnut à peine dans le miroir. La femme qu'elle voyait n'était pas la jeune fille effrayée qui avait fui sous la pluie une semaine auparavant. Cette femme avait l'air de sa place dans le monde qu'elle était sur le point de côtoyer. Carlo la conduisit au Metropolitan Club, où Vincenzo l'attendait à l'entrée dans un smoking impeccablement ajusté.
Lorsqu'il la vit sortir de la voiture, son expression se transforma, une admiration mêlée de quelque chose de plus profond. « Vous êtes magnifique, dit-il simplement, lui tendant le bras. « Vous avez l'air dangereux, répondit Helena en le prenant. Son sourire fut rapide et sincère. « Bien, c'est le but. » La grande salle de bal du Metropolitan Club était à la hauteur des attentes d'Helena. Des lustres en cristal, des serveurs en gants blancs. L'élite fortunée de New York se regroupait en îlots de privilèges et de pouvoir. Elle sentit les regards se tourner vers eux à leur entrée, des murmures les suivant. « Ils nous regardent, » murmura Helena. « Laissez-les, » répondit Vincenzo, sa main posée légèrement sur le creux de son dos. Ils se demandent qui vous êtes et pourquoi Vincenzo Moretti a introduit une nouvelle personne dans leur petit royaume. De l'autre côté de la pièce, Helena l'aperçut, William Carrington, aux cheveux argentés et à l'allure imposante, entouré d'admirateurs. Il remarqua Vincenzo, et son expression trahit une légère inquiétude avant de se figer dans une neutralité forcée. « Il sait que vous êtes ici, » dit Helena. « Il sait que je suis ici avec vous. C'est ce qui compte. » Vincenzo la guida vers le bar. Marcus Webb devait être présent ce soir. Carrington l'a retiré de la liste des invités ce matin. À cause de moi. Parce que Carrington commence à s'inquiéter. Il sait que quelque chose se prépare. Il ne sait juste pas quoi. Vincenzo consulta sa montre. Et dans 25 minutes environ, il va le découvrir. L'estomac d'Helena se serra d'anticipation et de terreur. Qu'allez-vous faire? Avant que Vincenzo ne puisse répondre, Dominique apparut à son soude. Tout est en place, patron. Richard a confirmé que les emails sont partis il y a 10 minutes. Timing parfait. Vincenzo se tourna vers Helena. Venez avec moi. Il y a quelque chose que vous devriez voir. Il la conduisit à travers la foule, saluant poliment les invités, mais sans s'arrêter, jusqu'à un balcon surplombant la salle de bal. L'espace était plus calme ici, à l'écart de la fête, mais offrait une vue imprenable sur tout ce qui se passait. « Regardez, » dit Benzo doucement. Pendant quelques minutes, rien ne se produisit. Puis, Helena le vit. Une vague de mouvements près de l'entrée, des gens vérifiant leur téléphone, se penchant les uns vers les autres, murmurant avec une urgence croissante. L'atmosphère élégante de la fête commença à se fissurer. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Helena. « Chaque grand média de New York vient de recevoir un paquet anonyme, » expliqua Vincenzo, sa voix calme. « Des documents financiers montrant des fraudes systématiques dans les propriétés de Carrington, des sociétés écrans, des faux contrats de conseil, du blanchiment d'argent, tout lié à l'empire de William Carrington. » Helena reprit son souffle. Les documents d'hier et la signature de Marcus Webb est sur la plupart d'entre eux, surtout les plus compromettants. Les yeux de Vincenzo suivirent Paul Carrington à travers la salle de bal en contrebas. Il pensait qu'on lui confiait des responsabilités. Il n'avait pas réalisé qu'on le préparait à être le bouc émissaire. Sur la piste de danse, les murmures étaient devenus un grondement sourd. Carrington était entouré de personnes lui montrant leur téléphone, leur visage allant du choqué à l'accusateur. Son calme si soigneusement maintenu volait en éclats. Mais le meilleur, poursuivit Vincenzo, ce sont les seconds documents qui viennent d'être envoyés à la CHC et à l'IRS. Les relevés de cartes de crédit personnel de Marcus Webb montrant des milliers de dollars de frais non autorisés sur les comptes des propriétés de Carrington, hôtels, cadeaux, équipements de surveillance, tout l'argent qu'il a dépensé à vous harceler, Helena. Tout cela volé à son mentor. Helena vit le visage de Carrington pâlir alors que quelqu'un, probablement son avocat, lui montrait quelque chose sur une tablette. « Oh mon Dieu !» dit-elle. « Marcus Webb a utilisé les fonds de l'entreprise pour vous terroriser, et William Carrington a signé les comptes qui ont rendu cela possible, même s'il n'en connaissait pas les détails. » Le sourire de Vincenzo était glacial. En ce moment même, chaque organisation de presse de la ville tente de vérifier les documents. Au matin, ce sera le plus grand scandale financier de l'année. En bas, Carrington se frayait un chemin vers la sortie, son téléphone pressé contre son oreille, son masque de façade complètement brisé. Les autres invités s'écartèrent de lui, personne ne voulant être associé au scandale qui se déroulait en temps réel. « Carrington va jeter Marcus sous le bus pour se sauver, » dit Helena calmement. « Il est probablement déjà en train d'appeler ses avocats pour rédiger une déclaration. Marcus Webb a agi sans autorisation. Nous sommes choqués et consternés. Coopération totale avec les enquêteurs. » La voix de Vincenzo était satisfaite. Marcus Webb sera arrêté dans une semaine. Carrington survivra, mais sera entaché. Sa réputation sera ternie. Ses relations politiques remettront en question leur association. Et vos 8 millions de dollars, 8 000 seront payés d'ici lundi matin.
Carrington ne peut pas se permettre plus d'attention sur ses finances. Il voudra que cela se règle discrètement et rapidement. Vincenzo se tourna complètement vers elle. Mais il ne s'agissait jamais seulement de l'argent, Elena. Elle le savait désormais. Il s'agissait de justice pour elle, pour la mère de Vincenzo, pour tous ceux qui avaient été contrôlés par quelqu'un de plus puissant. Marcus est détruit. Marcus s'est détruit lui-même au moment où il a cru pouvoir posséder une autre personne. Je me suis juste assuré que tout le monde puisse le voir. L'expression de Vincenzo s'adoucit. « Comment vous sentez-vous » Elena regarda le bal en contrebas, les débris de la soirée, les puissants se bousculant pour se distancier d'un homme qui l'avait terrorisé pendant deux ans. Elle s'attendait à se sentir triomphante, vengée. Au lieu de cela, elle ressentait quelque chose de plus complexe. Un soulagement mêlé de tristesse pour la jeune fille naïve qui avait cru Marcus lorsqu'il disait l'aimer, et une étrange gratitude pour l'homme dangereux à ses côtés qui lui avait donné ce que Marcus n'avait jamais fait, le choix de se lever et de se battre. « Je me sens libre », dit-elle finalement, effrayée, mais libre. Effrayée par quoi? De vous. Elle le regarda droit dans les yeux. De tout le pouvoir que vous avez, de ce que vous pourriez faire si vous le vouliez, de ce que cela signifie que je commence à vous faire confiance malgré tout. Vincenzo resta silencieux un instant. Les sons de la fête perturbée montèrent d'en bas. Je n'utiliserai jamais ce pouvoir contre vous, Elena. J'espère que vous le savez. Je le sais, c'est ce qui me fait peur. Elle désigna le chaos en bas. Vous venez de détruire la vie d'un homme en quelques coups de fil et quelques documents. Vous contrôlez les choses, les gens, les situations, et je suis ici, dans une robe que vous m'avez achetée, à un événement où vous m'avez emmené, à vous regarder orchestrer la chute de quelqu'un. Voulez-vous partir? C'était une question sincère. Elena savait que si elle disait oui, Vincenzo la ferait partir immédiatement, sans poser de questions. Mais elle resta là où elle était. Non. Je veux voir comment cela se termine. Le sourire de Vincenzo était différent cette fois, plus chaleureux, presque vulnérable. Ça se termine avec vous en sécurité, avec Marcus Webb qui fait face aux conséquences de tout ce qu'il a fait, avec vous qui retrouvez votre vie. Et vous? Demanda Elena. Où vous situez-vous dans ma vie une fois que tout cela sera terminé? Où vous voulez, dit Vincenzo doucement. Ou nulle part, c'est votre choix. En dessous d'eux, le gala se dissolvait dans le chaos. Carrington avait fui. Les invités partaient en groupe, se distançant déjà du scandale, et sur le balcon, deux personnes se tenaient près l'une de l'autre dans l'ombre, le jeu de pouvoir et de vengeance tourbillonnant autour d'eux, tandis qu'une autre chose, quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu, prenait racine entre eux. « J'ai besoin de temps, » dit Elena, « pour digérer tout cela, pour découvrir qui je suis, sans Marcus, sans peur. Prenez tout le temps qu'il vous faut, » offrit Vincenzo, lui tendant le bras. « Mais pour ce soir, laissez-moi vous emmener quelque part au calme, loin de tout ça. » Elena prit son bras, et ensemble, ils laissèrent le chaos derrière eux. Aucun des deux ne vit Dominique qui observait de l'autre côté de la salle de bal, un sourire rare sur son visage. Le patron avait gagné sa guerre, mais il avait trouvé quelque chose de plus précieux dans le processus. Le matin après le gala, Elena fut réveillée par les alertes d'information sur son téléphone. Tous les grands médias diffusaient l'histoire. Un cadre de Carrington Properties impliqué dans une fraude financière. Marcus Webb, étoile montante ou criminel d'entreprise. Le milliardaire William Carrington fait face à une enquête de la SEC. Tandis qu'elle parcourait article après article, le visage de Marcus s'étalait en une, son image méticuleusement façonnée anéantie en une nuit. Le « Golden Boy » était désormais un triste exemple. Son téléphone sonna, c'était Vincenzo. « Tu as dormi ?» demanda-t-il, sa voix rauque comme s'il n'avait pas fermé l'œil. « Un peu. Et toi ?»« Pas beaucoup. J'ai géré les retombées. » Il marqua une pause. Marcus Webb a été arrêté il y a 1 heure. Plusieurs chefs d'accusation, détournement de fonds, fraude, utilisation non autorisée de fonds d'entreprise. Ses avocats négocient déjà un accord de plaidoyer. Elena s'assit sur le lit d'hôtel, la réalité s'imprégnant. C'est vraiment fini. La partie légale ne fait que commencer. Mais pour toi, Wien, Marcus Webb ne te dérangera plus jamais. Il risque 5 à 10 ans de prison s'il était reconnu coupable, et les avocats de Carrington veillent à ce qu'il assume seul les conséquences. Elle aurait dû ressentir un triomphe plus grand, une victoire, quelque chose. Au lieu de cela, elle se sentait vide. Et Carrington me paiera ce qu'il doit avant la fin de la journée. 8 millions plus les intérêts, plus 2 millions supplémentaires pour mes ennuis. La voix de Vincenzo contenait une satisfaction amère. Sa réputation est en lambeaux. Il se reconstruira un jour. Des hommes comme lui le font toujours. Mais il n'oubliera jamais le coup de sa conviction qu'il pouvait se soustraire à ses dettes. Alors,
Tu as gagné, dit Elena calmement. Tu as eu ton argent et détruit ceux qui t'ont trahi. Oui, il ne le nia pas. Elena, j'aimerais te voir aujourd'hui. On peut se rencontrer? 2 heures plus tard, Elena pénétra dans le penthouse pour ce qui semblait être la 100e fois. Mais cette fois, tout était différent. L'installation de salle de guerre avait disparu. La suite ressemblait de nouveau à une simple chambre d'hôtel de luxe, paisible et silencieuse. Vincenzo se tenait à la fenêtre, toujours dans les mêmes vêtements que la veille, l'air plus humain qu'elle ne l'avait jamais vu, fatigué, incertain, vulnérable. « Merci d'être venu, dit-il. Tu as demandé, je suis venu. » Elena posa son sac à main. « Et maintenant, que se passe-t-il » ? C'est de ça que je voulais parler. Il se dirigea vers le coin salon, lui faisant signe de le rejoindre. « Ta vie t'appartient à nouveau, Elena. Marcus fait face à la prison. Carrington ne risquera pas de s'approcher de toi. Tu es en sécurité. Grâce à toi, grâce à ton courage de t'être enfui en premier lieu. » Vincenzo se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Mais maintenant, tu dois faire un choix. » Le cœur d'Elena s'accéléra. « Quel genre de choix ?» La première option. Je peux te faire disparaître. Nouvelle identité, nouvelle ville, assez d'argent pour recommencer à zéro, n'importe où dans le monde. Mes gens s'assureront que personne de ton ancienne vie ne puisse te retrouver. Ni Marcus, quand il sortira de prison. Ni Carrington, ni personne. Liberté totale, anonymat total. Ça ressemble à une protection de témoin. Concept similaire. Tu serais en sécurité, mais tu serais aussi seul. Nouveau nom, nouvelle histoire, aucun lien avec qui que ce soit que tu connaissais avant. Ses yeux sombres rencontrèrent les siens, y compris moi. La gorge d'Elena se serra. Et la deuxième option? Tu restes. Tu gardes ta vie, ton travail, ton nom, tout ce qui est à toi. Mais tu restes dans mon monde, sous ma protection. Non pas comme quelqu'un que j'abrite, mais comme quelqu'un. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Comme quelqu'un qui compte pour moi. L'air entre eux était électrisé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je veux te connaître, Elena Santos. Non pas comme une femme que je protège d'une menace, mais comme toi, la vraie toi. La voix de Vincenzo était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Cela signifie que je veux voir où cela nous mènera, si tu le veux aussi. Mais je ne te mentirai pas sur ce que cela implique. Ton monde est dangereux. Oui, tu fais des choses illégales, probablement immorales selon les standards de la plupart des gens. Oui, il ne sourcilla pas devant son honnêteté. Des gens armés te suivent, tu as des ennemis, tu orchestrales la chute des gens par un coup de téléphone. Tout est vrai. Vincenzo soutint son regard avec fermeté. Je suis exactement ce que tu penses que je suis, Elena. Je ne suis pas Marcus. Je ne te contrôlerai jamais, ne te ferai jamais de mal, ne t'enlèverai jamais tes choix. Mais je suis dangereux, et être proche de moi signifie accepter ce danger. Elena se leva, se dirigeant vers la fenêtre, où il s'était tenu tant de fois. La ville s'étendait en contrebas, vaste et compliquée. Quelque part là-bas, Marcus était assis dans une cellule. Quelque part, William Carrington s'efforçait de sauver son empire. Et ici, 40 étages plus haut, on lui offrait un choix qui allait définir le reste de sa vie. J'ai passé 2 ans piégé dans une relation avec quelqu'un qui me faisait me sentir insignifiante, dit-elle doucement. Il m'a retiré mes choix, morceau par morceau, jusqu'à ce que je ne puisse plus me souvenir qui j'étais sans lui. Et puis, je suis tombé accidentellement dans ta chambre, et tu m'as rendu le pouvoir. J'ai fait ce qui devait être fait. Non, elle se tourna vers lui. Tu as fait plus. Tu m'as vu non pas comme une victime, non pas comme un levier, mais comme une personne digne d'être protégée simplement parce que c'était juste. Sa voix trembla légèrement. Et maintenant, je ne sais pas si ce que je ressens est réel, ou si ce n'est que de la gratitude, ou un traumatisme, ou... C'est réel, dit Vincenzo en se levant. Ce que tu ressens est réel, Elena, et ce que je ressens aussi. C'est pourquoi ce choix est si important. Je ne te laisserai pas rester parce que tu te sens obligée. Je ne te laisserai pas rester parce que tu es reconnaissante. Tu restes parce que tu le veux, en sachant exactement ce que tu choisis. Et si je choisis de disparaître? Une douleur traversa son visage, rapidement masqué. Alors je t'aiderai à disparaître. Je m'assurerai que tu sois en sécurité et installé où que tu veuilles aller. Et je respecterai ton choix complètement. Les yeux d'Elena brûlèrent de larmes non versées. J'ai besoin de temps. Je sais. J'ai besoin de savoir qui je suis sans la voix de Marcus dans ma tête. Sans peur, sans... Elle fit un geste entre eux. Sans toute cette intensité. Combien de temps as-tu besoin? Je ne sais pas. Des jours, des semaines. Elle rit d'une voix tremblante.
Je n'ai jamais eu à prendre une si grande décision auparavant. Marcus prenait toutes mes décisions pour moi. Vincenzo s'approcha lentement d'elle, lui laissant le temps de s'écarter si elle le souhaitait. Elle ne bougea pas. Il lui caressa doucement le visage, son pouce effleurant sa pommette. « Prends tout le temps dont tu as besoin. 1 semaine, 1 mois, 1 an, peu importe, j'attendrai. Et si je décide de partir, alors tu me manqueras chaque jour pour le reste de ma vie, » dit-il simplement. « Mais je serai heureux de savoir que tu es libre et en sécurité et que tu vis la vie que tu as choisie. » Une larme coula sur la joue d'Elena. Vincenzo l'essuya. « J'ai peur, avoua-t-elle, de toi, de ça, de combien je veux rester, même si je sais que je ne devrais pas. Avoir peur est intelligent, cela signifie que tu comprends ce que tu choisis. » Il la pressa d'un doux baiser sur le front. « Rentre chez toi, Elena, dans ton vrai appartement, avec ta vraie vie. Prends ton temps, découvre ce que tu veux. Et quand tu seras prête, si tu l'es, appelle-moi. Et si tu n'appelles pas, alors je saurai que tu as choisi la liberté plutôt que moi, et c'est bien. » Son sourire était triste mais sincère. « Ton bonheur compte plus que ce que je veux. » Elena quitta le penthouse hébété, Carlo l'attendant pour la ramener chez elle. Alors que la ville défilait devant les vitres de la voiture, elle réfléchit au choix, à la liberté et à l'homme dangereux qui lui avait offert les deux. Elle pensa aux Rhodes Bleu Nuit, aux équipes de protection et à la façon dont Vincenzo la regardait comme si elle était précieuse. Elle pensa à Marcus dans une cellule et à la réputation brisée de Carrington et au prix de la vengeance. Et elle pensa au genre de vie qu'elle voulait construire à partir des cendres de tout ce qu'elle avait fui. Le choix était désormais le sien, entièrement, terrifiante, magnifiquement sien. 3 semaines passèrent. Elena retourna au travail. Elle emménagea de nouveau dans son appartement, son vrai appartement, pas des chambres d'hôtel. Elle prit un café avec des amis qu'elle avait perdus de vue pendant les années Marcus. Elle commença une thérapie, travaillant sur 2 ans de manipulation et de contrôle. Elle n'appela pas Vincenzo, mais son équipe de protection resta invisible, mais présente. Carlo lui envoyait des SMS tous les quelques jours, des nouvelles occasionnelles qui ressemblaient plus à un ami qui demande comment elle va qu'à un garde du corps faisant son travail. Des fleurs arrivaient à son appartement 1 fois par semaine, toujours simples, jamais ostentatoires, avec des cartes disant des choses comme « Je pense à toi et prends ton temps ». Marcus Webb plaida coupable de 8 chefs d'accusation de fraude et de détournement de fonds. Les informations le montraient mené au tribunal, ne ressemblant en rien à l'homme confiant qu'il avait autrefois convaincu qu'elle ne pouvait pas survivre sans lui. Il fut condamné à 7 ans de prison. William Carrington survécut. Le scandale diminuait, mais intact, exactement comme Vincenzo l'avait prédit. Les 8 millions furent payés, la dette réglée. Elena regarda tout cela de loin, se sentant comme si elle observait la vie de quelqu'un d'autre. Et lentement, morceau par morceau, elle se rappela qui elle était. Elle était Elena Santos, qui aimait les vieux films et les jeux de mots terribles, qui voulait voyager mais n'avait jamais quitté le pays, qui était douée pour son travail et terrible en cuisine, qui avait survécu à quelque chose qui aurait pu la briser et en était ressortie plus forte. Elle était quelqu'un qui méritait d'être heureuse. La question était, qu'est-ce qui la rendrait heureuse? Des semaines après le gala, Elena se tint devant le Belmont Grand, contemplant le bâtiment où tout avait changé. Elle avait conduit ici sans le vouloir, sa voiture semblant naviguer seule. Elle sortit son téléphone, regarda le contact de Vincenzo, le numéro qu'elle avait fixé des centaines de fois, mais jamais appelé, et appuya finalement sur Composer. Il répondit au premier coup de fil. Elena, juste son nom, mais elle y entendit tout, l'espoir, la prudence, le désir. « Je suis en bas, » dit-elle. « Puis-je monter ?» Toujours. Le penthouse semblait différent sous la lumière de fin d'après-midi, plus doux d'une certaine manière. Vincenzo attendait près de la fenêtre, son endroit habituel. Mais quand elle entra, il ne bougea pas, la laissant venir à lui, la laissant contrôler le moment. « Tu as été patient, » dit Elena. « Tu as demandé du temps, je te l'ai donné. » Ses yeux sombres parcoururent son visage. « As-tu trouvé ce que tu voulais ? J'ai découvert qui je suis, sans peur, sans personne qui me contrôle, sans fuir. » Elle fit un pas de plus. « Je suis quelqu'un d'assez courageux pour entrer dans le penthouse d'un inconnu pendant un orage, qui est assez forte pour tenir tête à un homme comme Marcus Webb, qui est assez intelligente pour faire la différence entre être protégée et être contrôlée. »« Tu es toutes ces choses, » approuva Benzo doucement, « et j'ai découvert autre chose, un autre pas. Je suis de ceux qui osent choisir un chemin risqué si celui-ci est authentique et en vaut la peine, » déclara-t-elle.
son expression s'illuminant d'une lueur d'espoir qui perçait son contrôle minutieux. « Je choisis de rester, dit-elle, ajoutant, non par gratitude, ni par peur, mais parce que je désire te connaître, Vincenzo Moretti, le véritable toi, et pas seulement l'homme qui m'a secouru. Je veux découvrir où nous mène cette histoire. Tu saisis ce que cela signifie. Je comprends que ton univers est dangereux, qu'être à tes côtés comporte des risques. » Elle réduisit la distance qui les séparait. Mais vivre sans toi me paraissait bien pire. Ces 4 dernières semaines, j'ai goûté à une vraie liberté, pour la première fois depuis des années, et ma seule pensée était de partager cette liberté avec toi. La main de Vincenzo vint effleurer son visage, un geste désormais familier. Je ne peux te promettre une existence banale. Je ne désire pas une vie banale. Une vie banale, c'est ce qui m'a piégé avec Marcus, répondit Elena avec un sourire. Je veux du concret, je veux de l'honnêteté. Je veux quelqu'un qui me considère comme son égal, non comme une possession. Tu n'es pas seulement mon égal, Elena. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, murmura-t-il, son pouce caressant sa pommette. Tu as surgi dans mon existence par pur hasard, et tu as tout bouleversé. Tu m'as rappelé la véritable raison pour laquelle j'avais commencé à me battre, non pour l'argent ou le pouvoir, mais pour l'équité, pour ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Ainsi, nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a 4 semaines, totalement différents. Le sourire de Vincenzo était sincère, chaleureux, loin du masque glacial qu'il affichait habituellement. La question est, que faisons-nous à présent? Elena éclata d'un rire soudain et joyeux. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais fréquenté un chef de la mafia auparavant. Je n'ai jamais été avec quelqu'un qui me défie comme tu le fais. Il la serra contre lui, son front posé contre le sien. Nous trouverons la solution ensemble. Ensemble, répéta Elena, appréciant le son de ce mot. Il y a quelque chose que tu dois savoir, dit Vincenzo. Je me retire. Elle recula légèrement pour le regarder. Quoi? Pas complètement. Les choses ne fonctionnent pas ainsi, mais je prends du recul par rapport aux opérations quotidiennes. Dominique gérera la majeure partie des affaires. Son expression était grave. J'ai consacré 15 ans à bâtir un empire, à livrer des guerres, à recouvrer des dettes. Et puis tu as fait irruption dans ma vie, me faisant comprendre que je désirais autre chose. Qu'est-ce que tu désires? Une vie authentique. Il trouva sa main, leurs doigts s'entrelacèrent, avec toi. Si tu me veux, je conserverai toujours le pouvoir, les connexions, la protection. Cela ne disparaît pas, mais je souhaite les utiliser différemment, pour des personnes comme toi, comme ma mère, des gens qui ont besoin de quelqu'un avec du pouvoir pour les défendre au lieu de les combattre. Les yeux d'Elena se remplirent de larmes, des larmes de joie cette fois. Tu es tout à fait sérieux. Tu m'as transformé, Elena Santos. Il l'embrassa sur le front, ses lèvres frôlant les siennes. Alors, je te demande, resteras-tu, pas seulement ce soir, mais resteras-tu vraiment pour construire cette vie avec moi? Elle répondit en comblant le vide entre eux, l'embrassant avec toute la peur, l'espoir et la décision qu'il avait dû mener à cet instant. Il réagit immédiatement, ses bras la serrant, la tenant comme si elle était précieuse et dangereuse, tout ce qu'il avait attendu. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux un peu essoufflés, Elena sourit contre ses lèvres. « Je reste » murmura-t-elle. « Plus de fuite, acquiesça-t-il. Dehors, derrière les fenêtres, New York scintillait sous la lumière déclinante. La même ville où elle avait fui sous une averse 4 semaines auparavant, terrifiée et désespérée. La même ville où elle avait accidentellement pénétré dans la mauvaise pièce et découvert exactement ce dont elle avait besoin. Elle n'était plus cette jeune fille effrayée. Elle était Elena Santos, debout aux côtés de Vincenzo Moretti par choix, bâtissant quelque chose de puissant et d'inattendu sur les cendres de tout ce qu'ils avaient tous deux laissé derrière eux. Ce n'était pas l'histoire d'amour